Bonjour les amis, bienvenue dans la guerre culturelle, votre émission culturelle et philosophie présentée par Gary Lasky, c'est-à-dire moi-même. Et aujourd'hui, je vais vous annoncer le thème, donc c'est la gauche veut notre mort. Alors vous allez me dire, la mort de qui? Est-ce la mort de l'Occident? Est-ce la mort de la France? Est-ce sa propre mort à elle? Est-ce la mort de tout? Oui, bah oui, la gauche veut notre mort, veut sa propre mort, enfin veut la mort de la France. Restons sur un thème français. Et donc, oui, la gauche est mortifère. Et donc elle voit pas trop qu'elle est en train de scier sur la branche sur laquelle elle est assise, évidemment. Hein. Faudrait pas non plus faire preuve de trop de lucidité. On risquerait d'y perdre ses avantages. Et par conséquent, la gauche, voilà. Donc je vais essayer de, d'abord dans une première partie de montrer les éléments qui me font penser à ça, hein, au caractère vraiment mortifère de la gauche, pour le peuple français en général, pour la culture française, mais aussi pour elle-même, hein, parce que la gauche est en train est en train de courir vers le précipice, hein, c'est-à-dire que la gauche était quand même le moteur intellectuel de l'Occident, au moins pendant tout le XXe siècle, et même bon, en grande partie aussi au 19e. Hein. Donc voilà, et ça représente un problème parce que dans la dynamique occidentale, le fait que la gauche ne soit plus ce moteur-là, mais qu'au contraire, elle soit vraiment, elle pousse vraiment la civilisation occidentale à l'autodestruction, représente aussi enfin, on ne sait pas fonctionner avec la droite comme moteur intellectuel. Ça n'existe pas depuis le début de l'ère industrielle. Donc ça paraît ça paraît assez compromis pour nous. Mais voilà. Donc d'abord je voudrais dire les quelques éléments qui me font penser à ça et qui ont été assez révoltants cette semaine et en fin de semaine dernière. Alors, il y a eu la semaine dernière, il y a eu la question de la RTBF, hein, donc voilà, le discours de Trump, qui est retransmis en fait en décalé à la télévision belge pour pas que les Belges en fait puissent entendre en direct le discours de Trump parce que en gros les Belges sont trop bêtes seraient trop bêtes hein, selon le comment ça s'appelle selon la radio-télévision belge elle-même, hein, la RTBF, pour écouter le discours de Trump. Voilà. Donc ils sont trop bêtes, donc il faut le faire en différé et puis il faut couper les petits passages où Trump dépasse un peu la mesure selon eux, hein, selon les extrémistes, selon eux. Voilà, c'est-à-dire que quand même les gens mettent en place un régime qui est entièrement grevé par l'islamisme. Par l'islam politique le plus intolérant, le plus violent. Il y a des attentats tout le temps, il y a des viols tout le temps, il y a des meurtres tout le temps, mais bon, la violence elle est chez Donald Trump, elle est de l'autre côté de l'Atlantique, quoi. Donc on se fout un peu de la gueule du monde. Ensuite, bien sûr, la question Musk. Alors avec le fameux geste de Musk, c'est un foutage de gueule intégral. Voilà, moi j'ai regardé la séance de Musk. Ouais, enfin, il tend le bras. J'ai vu beaucoup de gens tendre le bras dans ce bas-monde, beaucoup de leaders de gauche. Hein, certains ont mis sur Twitter les images avec Barack Obama qui fait la même chose ou Kamala Harris qui fait la même chose. Mais bon, voilà, il se trouve que faire un cœur en tendant le bras, c'est nazi. Donc bon, on nous avait déjà fait le coup. Nous avait déjà fait le coup par le passé avec par exemple des gens qui faisaient dans les manifs des gestes de supporters politiques et on prend un petit cliché et on essaie de faire croire que c'est que c'est des saluts nazis. Hein. Bon, on va pas polémiquer. Le pauvre Philippe Carly, voilà, c'est une espèce enfin, était directeur de médias dans le sud. Alors je me rappelle plus exactement de tous les médias qu'il dirigeait, mais il était directeur d'un groupe de médias et juste parce qu'il a liké une vidéo de Marion Maréchal Le Pen et une vidéo de Sarah Knafo, il a été contraint à la démission. En gros, donc voilà, bon bah vous avez pas le droit de liker. Hein. Après Sarah Knafo c'est pas Adolf Hitler non plus. Hein. Faut pas, enfin voilà, déjà parce qu'elle est juive séfarade, hein, donc. Si Hitler avait été juif séfarade, ça se serait su. Et bon, quant à Marion Maréchal Le Pen, je l'ai jamais vu non plus tenir des propos absolument outranciers. Même si on peut détester le personnage, et vraiment, je suis pas fan du personnage, surtout depuis qu'elle a
Elle a trahi en juin dernier, donc voilà, moi, ça m'a beaucoup refroidi sur le personnage et beaucoup fait douter sa sincérité politique, mais bon, c'est-à-dire que moi, ça m'arrive de temps en temps de liker une émission de gauche, de liker une émission de Serge Faubert. Voilà, je sais pas si, enfin, est-ce qu'il va falloir que je finisse enfin, si on renverse le truc, c'est-à-dire que si les gens de droite ils doivent liker des émissions de gauche, est-ce que c'est des dernières des ordures, etc. Alors que pourtant, les émissions de gauche sont là aussi. Enfin, en ce moment, la droite incite quand même pas mal plus au bon sens et la gauche à l'extrémisme, donc j'ai un petit peu de mal à comprendre, mais bon, voilà, pas de tolérance voilà, pas de tolérance pour les intolérants, hein, donc voilà, Philippe Carly voit sa carrière s'achève ici, hein, s'achever ici. Et puis donc bon, la question de la submersion avec François Bayrou, François Bayrou qui a un écran du gouvernement qui doit faire croire que le gouvernement il est à droite, puis il est un peu à gauche. Enfin bon, c'est le en même temps qui continue. Donc il y a des sentiments de submersion. Enfin, François Bayrou est là pour faire poireauter les Français en attendant que la prochaine élection ait lieu et puis de trouver quelqu'un d'autre pour remplacer Emmanuel Macron et faire une politique encore plus brutale. Donc voilà, faire encore le bidouillage politique ou mettre en place un Bardella qui va être encore politiquement assez qui va être en fait un espèce d'atal de droite, enfin de pseudo droite, parce que là aussi on va donner des gages, mais en même temps on va rien faire, on va continuer à faire en sorte de trahir la France, etc. On connaît le topo. Donc voilà, aucune espèce de sincérité, mais bien sûr toute l'extrême gauche s'est offusquée des idées de submersion migratoire. Moi, je vous invite simplement à aller Gare du Nord. Je pense que on n'est pas sur une submersion, on est déjà submergé. Hein, donc voilà, c'est pas voilà. Et dans beaucoup de quartiers de Paris, ça reste, ne serait-ce qu'à Paris. Hein, je vous parle même pas de la banlieue. Donc voilà, et dans plein d'endroits de France où de toute façon est blanc est dangereux. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans un pays, on n'est plus en France, hein, tout simplement. Ensuite voilà le magnifique film Toutes pour une de mercredi dernier, qui est une réinterprétation de notre cher Alexandre Dumas. Voilà, enfin des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, par des femmes de banlieue, voilà, d'une sexualité, bien sûr de sexualités alternatives, avec des accents très marqués et donc sans aucun respect pour l'œuvre d'Alexandre Dumas, ni de près ni de loin. Bon, c'est assez curieux. Voilà, c'était cette profanation pure et simple du patrimoine français, sans aucun respect pour l'œuvre originale et sans originalité propre. C'est surtout ce qu'on leur reprochera. Hein. A paru pour être une profanation de la culture française et une volonté de destruction. Donc, on a la volonté de bâillonner et la volonté de détruire la culture française. La culture la culture de publique, hein, la culture de notre pays, mais sans arriver véritablement à la remplacer, ni par un discours cohérent, ni par une culture enrichissante. Et je vous parle pas d'une culture émancipatrice, il y a aucune espèce d'émancipation. Nous allons y venir. Alors, d'abord, bon, bien sûr. Alors, trois aspects, hein. Nier la réalité, donc nier la réalité qui est défavorable au gauchisme, hein, c'est-à-dire on a vu ça avec l'Union soviétique. Moins la réalité économique dans l'Union soviétique était conforme à ce qui a été mis en place, plus le gouvernement redoublait de propagande, plus le gouvernement y allait très fort, et jusqu'au moment où en fait les gens ne travaillaient plus, les gens ne faisaient plus d'enfants, les gens en fait étaient complètement amorphes, hein. On voit ce qui se passe aussi en Corée du Nord, ce qui se passe dans les États communistes en général, et la France, à force d'impôts et de propagande, est devenue un État quasi communiste. Donc, mais il y avait aussi des riches sous le communisme. Hein. Les gens du parti s'en sortaient très bien, hein, sous le communisme. Il y avait de la mafia sous le communisme. Hein. Les oligarques, ils sont pas sortis du jour au lendemain d'un chapeau. Hein. Le communisme était un régime, le communisme russe était un régime essentiellement mafieux. Et donc mais qui avait entrepris de
tuer, d'éliminer toute la bourgeoisie antérieure, ce qu'ils appelaient les koulaks, la dékoulakisation, voilà, c'est un fait. Et même si, et là, bon, la dékoulakisation se fait en douceur en France, hein, en douceur. Pas pour ceux à qui ça arrive, mais voilà, se fait avec certainement beaucoup moins de violence qu'en Union soviétique. Néanmoins, il y a toujours une classe dominante et donc et puis surtout cette hystérie face à un réel qui résiste. Et donc plus le réel résiste, plus on redouble d'idéologie jusqu'au moment de l'effondrement. Alors la question donc sauf que l'Union soviétique, elle était quand même elle arrivait quand même à être efficace sur certains domaines de pointe. Elle arrivait quand même à tenir la dragée haute au monde occidental sur encore pas mal d'aspects. L'Union européenne n'a même plus cette volonté-là. L'Union européenne est véritablement, comme je l'avais dit la semaine dernière, une espèce de Babylone qui n'a d'autre but que d'être la prostituée universelle et de se maintenir comme telle. Alors, la question, donc, ça c'est la négation de la réalité, l'histoire de la censure, alors, dont le cordon sanitaire belge autour des idées dites d'extrême droite est tout à fait effrayant. Mais ça correspond aussi à un pays qui est vraiment l'avant-poste de l'européisation, c'est-à-dire la destruction de la culture nationale et donc il y a un niveau on peut même plus vraiment parler de corruption tellement en fait cette corruption est officialisée. Donc voilà, la Belgique est devenue un pays malheureusement institutionnellement pourri. Hein. Les Belges en parlent très bien, hein. On parle beaucoup mieux que nous Français. Donc voilà, je vous invite à écouter à parler à des Belges de droite. Hein. Voilà, clairement. Donc voilà, ils en parlent bien mieux que nous. Mais bon, voilà, eux, comme les Belges ont tendance à être souvent aussi un petit peu désabusés sur la réalité même de leur pays. Bon, du coup, ils prennent ça avec beaucoup de philosophie, beaucoup plus de philosophie que nous que nous. Les Wallons, faut dire, sont quand même assez désespérés. Les Flamands sont un peu plus énervés sur la question, hein, quand même. Voilà. Et puis comme il y a encore une forte mentalité catholique chez les Flamands, parce que en fait c'est les Pays-Bas catholiques, hein, les Flamands. Donc, alors que les Wallons sont la Belgique française. Donc du coup les Flamands même s'ils parlent néerlandais, ils sont quand même en opposition avec ce qui fait leur culture à eux, c'est d'être catholique. Voilà. Donc il y a encore une légère un fond en fait religieux qui fait qu'ils ont beaucoup de mal à accepter la situation de décadence absolue dans laquelle est la Belgique. Alors que les Wallons eux sont beaucoup plus, voilà, c'est un peu une partie c'est une partie de la culture française qui a été qui est détachée politiquement de l'État français. L'État français qui a pas toujours été tendre non plus pour ses provinces, donc les Wallons sont bien contents d'avoir leur pays à eux, et même par certains côtés de le partager avec les Flamands, avec lesquels ils ont la même culture, hein, la Flandre, ça descend jusqu'en France, hein. Mais la question malheureusement c'est que la Wallonie a été voilà, la Wallonie est complètement islamisée. Donc voilà, il en reste malheureusement plus grand chose. Voilà, les Belges sont assez atterrés quand tu leur parles de Bruxelles, quand ils te parlent de Bruxelles, ils sont quand même très atterrés. Bon, après, si vous êtes belge, je veux bien vos commentaires. Voilà, moi c'est le ressenti que j'ai eu en discutant avec des Wallons et des Flamands. Bon, bref. Ensuite, mais bon, là j'ai vu aussi par exemple quelqu'un m'a envoyé donc sur
Academ, alors Academ en fait voilà, c'est le pire des juifs de gauche, voilà, donc c'est-à-dire la haine de soi au maximum. Donc Academ qui a été vilipendé par la plupart des intellectuels juifs qui sont encore restants, hein, parce que en fait c'est une officine de gauche, et donc qui se retrouve sur RCJ aussi. Alors, RCJ, c'est vraiment la radio de la bêtise en ce moment, c'est incroyable. Et donc sur RCJ euh, il se retrouve à dire quoi que Musk était un gorille, bougeait comme un gorille. On parle d'un Africain du Sud, là, hein. Donc dites-vous que si on parlait d'un Africain du Sud noir, le traité de gorille, ça le ferait pas quand même, hein. Moi, je veux juste dire ça. Et pardon. Et donc non, là je suis pas bon. Et donc enfin ce terrible passage, et on dit que Elon Musk fait un geste nazi. Vous foutez de la gueule de qui en fait? Elon Musk, il a jamais fait de geste nazi. Enfin bon, voilà, c'est bientôt on va plus avoir le droit de tendre le bras, hein. On va devoir rester les bras croisés tout le temps. Enfin quelle bêtise. Voilà, il fait partie du camp c'est Donald Trump est le mec qui est en train de combattre l'antisémitisme aux États-Unis et dans les universités américaines. Donc voilà, mais bon, après c'est-à-dire que on a du mal à considérer quand on fait pas partie quand on n'est pas juif, on a du mal à considérer à quel point les juifs de gauche sont un poison pour les juifs, en fait. Maintenant ça m'apparaît de façon beaucoup plus évidente. Donc ils sont les ennemis les pires ennemis des juifs sont chez eux, comme les pires ennemis de toutes les communautés en fait sont à l'intérieur des communautés, hein. Et les pires ennemis de la nation française sont de la nation française. Enfin, c'est quelque chose. Et ça, c'est le multiculturalisme qui fait ça. C'est-à-dire, on divise, et après, on représente, c'est-à-dire, entre guillemets, on représente avec des pseudo-élites, qui sont en fait des gens qui bossent pour ruiner tout le reste, des gens à qui ils disent qu'ils ressemblent. Voilà, enfin c'est le principe du multiculturalisme qui est ça, et contre l'universalisme républicain qui justement exigeait une représentation populaire, le vote, le respect d'une culture universelle, l'égalité, la vraie égalité des droits, etc. Donc c'est comme ça que la culture anglo-saxonne détruit l'Occident, hein. C'est à cause du multiculturalisme. Ensuite, on arrive à bien sûr la destruction de la culture, hein, destruction de la culture. Avec donc cette histoire de toute pour une. Alors ça m'a fait penser à la question de Cendrillon avec Rachel Zegler. Rachel Zegler. Donc en fait ils avaient voulu faire Cendrillon avec une nanette qui était quand même très Blanche-Neige avec une nanette qui était très très brune. Elle s'appelle Rachel Zegler et qui a commencé à raconter n'importe quoi sur les plateaux. On a l'impression, parce que tout le monde raconte n'importe quoi à un certain âge, les hommes comme les femmes, mais normalement, passé la vingtaine, normalement, on doit un petit peu apprendre à se taire, en fait. Et Rachel Zegler, pas du tout. Rachel Zegler, elle continue à dire n'importe quoi, à insulter le public, etc. Jusqu'au moment où, en fait, comme déjà en plus, elle était pas très blanche, comme Blanche-Neige. Blanche-Neige, ça veut dire, sa peau est très blanche, hein. Donc comme elle était pas très blanche, Rachel Zegler, elle s'est fait dégager. Toute pour une ne s'est pas fait dégager, arrive avec le même argumentaire, c'est-à-dire que pendant l'interview, il y a une nana, elle dit je vous emmerde, c'est-à-dire que nous on parle le public français, on le répète, hein, le public français est quand même le moins raciste du monde, hein. C'est-à-dire, on vit dans le pays, par intermittence, hein, parce que comme on peut faire, hein, comme on peut y venir, vu que voilà, c'est devenu de plus en plus compliqué d'y vivre, hein, mais on appartient à ce pays et qui est le pays le moins raciste du monde, d'accord. C'est notre nation, c'est notre identité, c'est comme ça, on est tolérant. Et la nana, elle arrive, elle dit, moi avec ma diversité, je vous emmerde. Résultat, t'as 2 spectateurs par salle en moyenne. Parce que, en fait, tu dis pas au public, je vous emmerde, en fait.
je sais pas, c'est niveau marketing, c'est même pas le cours 101 du marketing, c'est pas le cours numéro 1 du marketing. En fait, c'est genre, en fait, si tu pars dans un état d'esprit comme ça, essaye pas de vendre le moindre produit. En fait, reste chez toi, va bosser dans l'administration, et encore. Moi, je pense que quelqu'un qui a une pensée comme ça de misanthropie généralisée, en fait, et puis de haine de la culture publique, en fait, il y a pas, en fait, il faut qu'il aille vivre ailleurs, en fait. Faut qu'il aille vivre ailleurs. Faut qu'il aille vivre dans un pays plus tolérant. Dubaï, par exemple. Voilà. Ou à Riyad. Ou je sais pas. Ou vraiment là où, je sais pas, ça me fait penser, enfin bref, je vais vous raconter un épisode de ma vie, mais je suis pas là pour parler de ma vie. Mais vraiment, et alors moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que on voit en fait cette ingénierie sociale monolithique de destruction de la culture publique pour faire valoir des cultures privées, pour faire valoir du communautarisme, pour faire valoir une dissolution du corps social en fait, qui commence à être tellement monolithique, tellement bête, il prend tellement le public pour des imbéciles avec des œuvres de qualité, enfin des œuvres, c'est compliqué de le qualifier d'œuvres, hein, mais des travaux de qualité tellement médiocre que déjà même les critiques de gauche ont été assassins. C'est ce qui est quand même voilà, moi je trouve que le Figaro est un journal de centre gauche, donc voilà, même pour moi le Figaro est à gauche, mais bon, soit. Voilà, on est assez halluciné par le monolithisme et la bêtise de cette propagande, de cette ingénierie sociale qui arrive véritablement à son terme. C'est-à-dire que là, on n'est plus seulement sur un public qui a été offensé par tout ce que la pseudo-intelligentsia pseudo-culturelle française a pu dire pendant le Covid d'anti-populaire, hein. Même les classes supérieures qui sont vraiment qui ont été quand même complètement soumises idéologiquement au discours de l'hyperclasse mondialisée, hein. Même les classes supérieures qui commencent déjà à être de moins en moins nombreuses parce que bon qui vivent comme la classe moyenne, hein, répétons-le, c'est-à-dire que même les classes supérieures aujourd'hui doivent être contentes de vivre comme la classe moyenne il y a 50 ans, hein, et donc elles vont pas voir le film. Elles vont pas voir le film, ça les ennuie en fait. Ça les ennuie, c'est une insulte à leur intelligence. Voilà. Et donc on se pose la question, et puis derrière on voit aussi ce couple un peu mortifère, c'est-à-dire que les femmes sont la majorité de la population, et on s'est dit si on joue les femmes contre le peuple, c'est-à-dire la majorité, c'est-à-dire une majorité contre la totalité, on va réussir à diviser suffisamment la population pour pouvoir détruire la culture publique, la culture nationale. Donc c'est vraiment la tentative qui est faite. Et donc c'est là aussi le principe de toute cette récupération en fait des idéaux féministes qui étaient à la base, c'est-à-dire que bien sûr il y a des salauds partout, hein. Je peux pas vous dire la question, mais il y a une idée du féminisme qui a été tout à fait respectable jusqu'à ce que l'égalité des droits ait été complètement acquise, c'est-à-dire jusqu'aux années 60-70. Voilà. Ensuite, quand l'égalité des droits a été acquise, il s'est agi d'utiliser le féminisme pour exploiter les femmes, pour faire une nouvelle exploitation des femmes. Et la question continue, mais cette fois par tout un courant politique qui relève plus là du coup de l'extrémisme, et aussi alors voilà, je sais que c'est pas du tout le cas de la plupart des gays et lesbiens, hein, mais ce LGBTQisme instrumentalise les femmes et essaye d'extrémiser les femmes pour leur dire en fait les hommes c'est de la merde. Et donc pour en fait
pour en fait sécuriser sa position. Sécuriser sa position en créant des femmes frustrées, des femmes en marge de la société, des femmes qui sont en fait qui ne peuvent pas séduire les hommes pour rentrer en complémentarité sociale avec eux. Donc qui sont esselés, qui sont tristes, qui vont vers les éléments les plus toxiques de la communauté LGBTQI+, pour s'en faire exploiter sexuellement. Donc voilà, on est sur un mouvement qui est particulièrement négatif. Et voilà. Et je veux pas dire que il y a aussi une certaine forme de le LGBTQisme+ a pour but de rendre les femmes malheureuses pour les monter contre le reste de la société. Voilà. Et pour pouvoir en profiter sexuellement. Il y a aussi ça qui est fait avec les hommes, mais la communauté gay étant masculine, étant plus puissante et plus indépendante intellectuellement, elle cède pas si facilement à la domination idéologique qu'essaye de lui imposer le multiculturalisme LGBTQI+. Du coup, c'est pour ça que la plupart la majorité d'hommes et de femmes homosexuels votent à droite. Mais voilà, cette puissance multiculturelle arrive à essayer de briser jusque dans l'intimité l'unité de la nation. Et ça représente, à mon avis, un problème politique majeur. Surtout que ça rend les gens très malheureux. Alors, venons-en maintenant, au bout de 26 minutes 37, venons-en à la question à une question qui me préoccupe un peu plus. Je vais essayer de pas être trop long, mais c'est une question qui me préoccupe un peu plus. C'est-à-dire comment la gauche, en fait, qui représentait le moteur intellectuel de l'Occident, malgré elle, parce que en fait la droite avait vraiment n'était pendant 2 siècles qu'en réaction à la gauche. La droite fournissait en soi assez peu d'idées, même les totalitarismes de droite ont emprunté des logiciels à la gauche. Le fascisme était très étatiste, était dans le gouvernement des masses. Je vous parle pas de l'hitlérisme, donc qui se disait national-socialiste. Donc donc voilà, et d'ailleurs c'est pour ça que la tradition totalitaire a perduré à gauche, c'est parce qu'elle a été encore possible. Et comment en fait la gauche est arrivée à cet effondrement moral qui est en fait comparable seulement à celui de l'Église dans les pays catholiques à la fin de l'ère pré-industrielle, donc au XVIIIe siècle. En fait déjà il y a une idée de déni. C'est-à-dire que quand vous essayez de détruire tout parce que vos idées ne collent plus à la réalité et ne représentent plus un progrès réel, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Et donc, dans l'idée, c'est déjà de faire le déni. Donc, la grande intégration heureuse, celle que vante par exemple Françoise Degois sur Sud Radio, je l'ai entendu une fois. Oui, les gens vont finir par s'intégrer, par entrer. Non, ça c'est les gens étaient déjà intégrés en fait. L'intégration, l'assimilation française fonctionnait très bien, et c'est quand Mitterrand a essayé de l'absolutiser en fait qu'il a juste réussi à détruire le modèle d'intégration et d'assimilation française. Donc ça c'est quand même un fait qu'il faut regarder, et donc il y a un échec de ce point de vue-là, il y a un réel échec. Voilà, mais bien sûr, le truc c'est que en fait cet échec est compensé par l'intimidation des gens de gauche et des gens de droite. Intimidation des gens de droite en leur disant qu'ils sont des méchants, intimidation des gens de gauche en disant si vous arrêtez d'être de gauche, vous serez des méchants. Donc socialement, ça va être beaucoup plus compliqué. Ensuite, bien sûr, la question hédoniste. Parce que si on arrête d'être de gauche, on va arrêter de jouir. Bon, on a vu avec la question de l'extrémisation LGBTQI+, que en fait, plus il y a de création de sexualités alternatives, moins il y a de jouissance, et plus il y a de perversion.
En fait, on n'est pas sur une sexualité heureuse, hein, on est sur un hédonisme forcé, on est sur un hédonisme en fait qui a remplacé le partage par une jouissance inassouvissable. Hein. Donc voilà. Et il y a la question de la domesticité, bien sûr, hein, c'est-à-dire que c'est en étant de gauche, c'est en faisant croire aux nouveaux immigrants qu'ils vont monter dans la société, alors alors qu'on les laisse garder une culture. Donc, on fait croire, en fait, on justifie l'exploitation des migrants en disant vous allez monter dans la société, alors qu'on leur laisse leur culture. Alors on leur dit de ne pas toucher à leur propre culture, qui les empêche justement d'avoir les revendications, d'arriver à un niveau intellectuel qui leur permette de revendiquer socialement une vraie place dans la société. Vous imaginez pas la violence du procédé. Hein. C'est restez non, c'est bien vos croyances barbares. Continuez à faire le ménage. Vous allez nettoyer les chiottes. Non, mais ça va s'arrêter un jour. Ouais, quand vous nous renverserez. Mais bon, nous on sera plus là pour le voir. Non, c'est à peu près ça. Hein. Donc dire que ces gens-là sont contre le racisme, moi j'ai un peu de mal. Mais bon, écoutez, voilà, s'ils arrivent à se le faire croire, pourquoi pas. Et surtout, il y a un problème avec la création artistique. C'est-à-dire que la gauche, justement, était dans un combat artistique avec la droite. C'est-à-dire que il y avait les artistes de droite qui étaient en fait généralement comme ils étaient dans une position quasiment anti-ecclésiastique, donc ils étaient dans une position vraiment d'opposition à un monopole de gauche, mais du coup ils avaient aussi quelque chose à proposer, quelque chose de différent. Et la gauche ne pouvait pas complètement les détruire, elle était obligée d'accepter qu'il y ait des artistes de droite. Maintenant, le monopole est devenu tellement radical, il y a une telle radicalisation à gauche du milieu artistique et culturel que ils n'arrivent plus rien à produire parce qu'ils n'arrivent même pas à se contredire les uns les autres. Il n'y a plus de débat. S'il n'y a plus de débat, il n'y a plus de progrès. Et la gauche n'a plus rien est obligée de s'inventer de croire que les gens qui la critiquent sont des nazis, en fait, sont le diable, pour essayer de se donner de la pertinence intellectuelle et culturelle. Cette pertinence intellectuelle et culturelle, la gauche ne l'a plus. Elle est revenue c'est-à-dire que le médiéval qui était très long dans la création, était quand même dans une célébration. La gauche n'est plus capable d'être dans une célébration productive, d'être dans une espèce de continuité d'héritage. Elle est dans la dilapidation et l'hédonisme absolu. Et par conséquent, elle n'a rien à proposer de constructif. Et contrairement à jadis, où elle était jadis, je vous dis ça, il y a 50-60 ans, où elle pensait qu'elle allait accomplir quelque chose d'historique. Mais on est revenu dessus. Il y a eu le nihilisme punk entre-temps. Il y a eu le nihilisme de la fin des années 70, du début des années 80. Et la gauche n'a pas réussi à. Il y a eu un moment dans les années 80 de réelle émulation. C'est-à-dire où on a vraiment la gauche nous a fait croire à une fin de l'histoire. Et puis dans les années 90-2000, la fin de l'histoire étant pas arrivée, tous ces gens-là se sont pas remis en question et ont gardé leur position. Et c'est pour ça que nous avons des pseudo-élites culturelles qui n'ont pas changé depuis les années 90-2000 et qui sont en fait dont les faits d'armes artistiques datent des années 80 en gros. Parfois un peu des années 90-2000 à l'époque où où on avait encore quelques espoirs avant 2008 en gros. Et puis parce que la crise des subprimes et l'avènement du smartphone ont été une rupture civilisationnelle radicale, j'en ai déjà parlé. Et après, en fait, maintenant, on n'est que dans la nostalgie de ces années-là parce que en fait, on n'arrive pas à se défaire de cette vieille garde. De cette vieille garde qui n'a rien à proposer intellectuellement, idéologiquement, culturellement, artistiquement, esthétiquement en général.
Et voilà. Et donc, sauf que la gauche est incapable de voir sa propre puissance. Donc, tout ce qu'elle arrive à offrir, en fait, c'est la destruction, la profanation de la culture nationale. Voilà, ben là c'est sorti avec Candace Owens, Candace Owens qui a lu dans Roselyne Bachelot, dont Roselyne Bachelot avait parlé dans son livre, que Brigitte Macron voulait remplacer la flèche de Notre-Dame qui était tombée, qui n'existait pas dans Notre-Dame originelle, qui est une œuvre de Viollet-le-Duc, qui a refait Notre-Dame, d'accord, voulait remplacer la flèche gothique de Notre-Dame par une espèce de chibre avec des énormes boules à la base. Donc, ouais, quelque chose de très phallique, mais d'explicitement phallique, vraiment de très mauvais goût. Voilà, on reviendra sur cette question. À mon avis, on est beaucoup en train d'égarer l'opinion avec cette histoire-là, mais bon, je voudrais pas. C'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, la gauche est face à ces 4 échecs. L'échec de l'hédonisme, l'échec, la question de la domesticité, l'impuissance artistique et l'échec, le déni de la grande intégration. Donc se pose la question du devenir et de ce vers quoi nous emmène cette gauche. Alors bien sûr, vous allez avoir la gauche ordinaire qui est celle des classes supérieures, en gros, et qui fonctionne comme une église, comme l'église du XVIIIe siècle. C'est-à-dire, il faut être dedans. Si vous n'êtes pas dedans, vous êtes dehors. Et ceci, ça veut dire que socialement, vous êtes dehors. Donc voilà. Après, ça reste très limité comme raisonnement, évidemment. Mais en fait, c'est surtout que à force de gauchisme pendant 50 ans, enfin d'un gauchisme assez bête, qui nous a été inculqué dès l'enfance. Hein. Moi, j'ai grandi, je suis né sous Mitterrand. Hein. Donc, en fait, a rendu les Français tellement bêtes que si demain ils se mettaient, en fait, les Français ont peur de devenir de droite. Parce que s'ils commençaient à prendre la réalité, à traiter sérieusement les problèmes qui rongent le pays, ça pourrait se finir comme les guerres de religion. Malheureusement, la France a cette histoire-là. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu des minorités qui sont devenues trop puissantes en France, hein, les Templiers, les protestants, les jésuites, voilà, et même dans une certaine mesure, hein, je parle, voilà, même les Juifs dans une certaine mesure, hein, ça a été, voilà, à un moment les Juifs ont fait peur aux Français. Les Juifs français, hein, c'était français, hein, ont fait peur aux Français, et donc quand les Allemands s'en sont débarrassés, il y en a beaucoup aussi qui ont dit ah oui mais bon, ça fait de la place. Hein. Rappelons que toute l'île Saint-Louis a été discrètement récupérée. Enfin les Juifs ont jamais récupéré leurs appartements de l'île Saint-Louis. Hein. Ou très peu. Donc à Paris. Donc voilà. Donc il y en a. Enfin bon, il y en a qui ont trouvé il y en a qui y ont trouvé leurs avantages. Mais c'est vrai qu'il y a une question de minorité agissante et de minorité qui pose la question d'un danger. Lorsque Louis XIV y vire les Huguenots, les Huguenots, en fait, c'est-à-dire les protestants français, étaient la partie la plus travailleuse de la population. Était la partie la plus progressiste, entre guillemets, si on peut parler de progressisme au XVIe au XVIIe siècle, la partie la plus progressiste de la population, qui a été la plus instruite, avec les idées les plus éclairées, et Louis XIV, après l'édit de Nantes signé par Henri IV, Louis XIV, 50 ans après, il s'en débarrasse. Parce que, en fait, on peut pas, la France, il faut qu'elle ait une unité. C'est comme ça qu'elle s'est créée. C'est l'héritage de Jules César, du combat entre Jules César et Vercingétorix. S'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de France. Donc c'est des questions qui sont un petit peu, qui sont toujours délicates. Sauf que en fait la question qui vient derrière, c'est évidemment la question de la du devenir en fait de la gauche. C'est-à-dire que on est sur une gauche qui n'aime plus la France.
ou alors de très très loin, qui considèrent que c'est une idée dépassée, et que la politique donc aussi est une idée dépassée, et qui se croit déjà arrivé dans un autre monde. Et elle voit en fait son propre monde être en train d'être détruit, et elle se dit que elle est dans une attitude ambiguë. Est-ce qu'il faut elle essaye d'embrasser le monde nouveau en disant que forcément elle restera ce monde nouveau sera plus juste, et en même temps elle se rend bien compte que factuellement ce n'est pas le cas. Donc elle est un petit peu les fesses entre deux chaises. Mais ça c'est la question de euh, voilà, ça pose la question du devenir en fait de notre société, et malheureusement bon notre société arrive vers un clash, c'est-à-dire que elle est en pleine dissolution. D'un côté on a ceux qui la dirigent en fait qui ont besoin d'utiliser le minimum de moyens pour pouvoir s'en mettre plein les fouilles. C'est-à-dire qu'on a une administration qui est, comme on l'a dit souvent, qui est assez obèse, qui est vraiment considérable, qui fonctionne très mal, avec des services publics qui fonctionnent très très mal. Une aide sociale qui est considérable, ça qui est dû aussi au fait qu'il faille compenser les marchés ouverts de l'Union européenne. Voilà, donc c'est-à-dire que ce sont les grosses entreprises qui prennent les marchés, les milliardaires qui s'en sortent, et puis les petites entreprises qui meurent. Et comme les petites entreprises meurent, et tous ces gens-là, ils doivent être pris en charge. Donc soit on les prend en charge en augmentant le nombre de fonctionnaires, ce qui alourdit encore le pays, la dette du pays, etc. Soit on va leur donner des aides sociales, et les aides sociales agissent aussi comme des pompes à immigration, ce qui fait qu'il y a toujours besoin de plus d'aides sociales, et ainsi de suite. Donc le pays est en train de mourir d'une administration qui est devenue obèse, et globalement voilà, d'un état social qui est devenu complètement utopiste, et voilà, qui n'arrive plus du tout à être conforme à ses objectifs initiaux, parce que à cause de son idéalisme forcené. Et de l'autre côté, on voit aussi qu'en fait l'État il tient aussi avec une terreur. Voilà, l'islamisme est devenu le supplétif de cohésion du pays, quoi. Et la gauche laisse faire ça. La gauche cautionne ça. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui se fait bousculer dans le métro à Lyon, bousculer, juste bousculé, il s'est pas pris un coup de tête, il s'est pas pris une gifle, T'es bousculé, le mec revient, il le poignarde à la gorge depuis le dos. Je sais pas si vous avez vu cette scène. Et en fait, chaque semaine, il y a des gens qui poignardent d'autres gens, en fait. Le petit Elias qui s'est fait tuer, alors je sais plus si c'était cette semaine ou la semaine dernière, 14 ans, le mec se balade, 14 ans, il se fait buter. Voilà. Et ça, c'est parce que en fait, il y a une impunité, voilà, et que la gauche, en fait, a délégué, mais comme en Union soviétique aussi, on déléguait au droit commun, ou dans les camps de concentration, par exemple, dans l'Allemagne nazie, c'était pas les nazis qui faisaient l'ordre, dans les camps de concentration, c'était ce qu'on appelle les droits communs, c'est-à-dire c'est à la racaille. Et d'ailleurs souvent même les SS étaient les SS et les nazis les plus fervents étaient issus de la racaille, étaient issus des plus frustrés, des plus violents. Voilà. Et là, on a en fait une gauche qui, avec les juges, donne toute liberté, à la racaille et aux islamistes pour faire leurs attentats. C'est-à-dire, ils sont très peu condamnés par rapport et même les délinquants en général. Ouais, les délinquants en général sont très peu condamnés, alors que les contribuables, eux, sont très condamnés. Voilà, ils sont considérés comme super responsables de leurs actes, alors que les autres ne sont plus responsables de leurs actes quasiment. Et la gauche comme ça nous emmène, en fait, reste dans une culpabilité où elle nous emmène à la guerre civile. C'est-à-dire, elle nous dit oui, mais si vous critiquez ça, c'est que vous êtes islamophobe, c'est que vous êtes raciste.
Le problème, c'est que l'islamisme a pris telle euh, un tel pouvoir en France. Mais ça aussi, c'est pas que grâce à la gauche, hein, c'est aussi grâce aux politiques en général. Hein, c'est à cause des politiques en général. Hein, c'est-à-dire que il y a eu un niveau de corruption assez généralisé des pays du Golfe sur toute la classe politique française. Ça, on le sait, hein, je peux pas, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais bon, Sarkozy a touché quand même 3 millions de l'émir du Qatar pour son divorce avec Cécilia Sarkozy, hein, donc je pense qu'à partir de là, la moindre des choses, ça aurait été que soit il démissionne immédiatement, soit qu'il soit traduit devant un tribunal pour trahison, hein, donc voilà, c'est quand on se vend à un pays étranger qui plus est esclavagiste sanguinaire et soutien du terrorisme, bon, c'est très compliqué de rester en place. Mais voilà, on a cette gauche qui attend patiemment en fait, qui considère comme n'étant pas un mal l'islamisation de l'Europe. D'ailleurs, on le voit avec LFI, hein, qui considère que en fait c'est une force qui est finalement qui permet de rester en place, qui permet de, enfin voilà, l'islamisme et l'islamisation qui l'entraîne permet à la gauche de rester en place et permet de conserver le statu quo et même d'obtenir de plus en plus de pouvoir. Bien sûr, avec en voulant la haine de la France et la haine de tous ceux qui pensent encore appartenir au peuple français, hein. Le peuple rance, comme on dit, voilà, qui n'est pas vivifié par le fanatisme, hein, ou par la racaille, ou par la culture de banlieue. Donc c'est vrai que la culture de banlieue par rapport et le rap par rapport à la Renaissance française, c'est vraiment très supérieur, hein. On reste ébahi, hein. Franchement, on a envie, comme Jean-Michel Apathy, de détruire Versailles, hein, de brûler Versailles. Vraiment, Versailles est trop orgueilleux. Il faut qu'on se rabaisse, faut qu'on soit plus modeste. Le gangsta rap, le rap de la racaille qui traite les femmes comme du bétail. Et certainement correspond certainement mieux, enfin pour la gauche du moins, à notre anthropologie du XXIe siècle. Donc voilà, on est avec une gauche qui veut la mort de la France, qui veut la mort des Français en tant que Français, qui ne rechigne pas non plus à sa propre mort, parce que on le voit avec les relents mortifères du climatisme. L'humanité est une pollution pour la Terre, donc c'est pas si grave si on finit par dégager. Et puis les barbares qu'on a prétendument oppressés, puisque eux sont pas oppressés les uns les autres, bien évidemment, pendant les siècles précédents, hein. Donc les barbares qu'on a si maltraités pendant des années en leur construisant des hôpitaux et des chemins de fer, ils hériteront de la terre. Voilà. Donc vraiment, c'est difficile de voir. Moi, quels sont aujourd'hui les arguments de la gauche? Alors voilà, il y a je m'intéresse un petit peu. Il y a une gauche anti-technologiste qui commence à émerger. Qui est assez intéressante par bien des aspects, qui peut même être souverainiste par bien des aspects, parce qu'elle se rend compte aussi que dans le levier politique, on peut pas se débarrasser du levier politique comme ça. Mais voilà. Après, c'est aussi le talent de Mélenchon d'arriver à faire croire qu'il peut faire coïncider des intérêts très divergents, alors que aujourd'hui, la plupart des gays et lesbiens commencent à comprendre que l'extrême gauche, que la gauche, en s'étant extrémisée, ne défend plus du tout leurs intérêts, mais les instrumentalise complètement. Les classes supérieures ne l'ont pas compris. Les classes supérieures parce que les classes supérieures sont les classes supérieures parce qu'elles ont l'adoubement de la gauche, et donc elles n'ont pas compris, elles ne veulent pas comprendre que la gauche est l'idéologie de l'hyperclasse et qu'elle va directement à l'encontre de ses intérêts. Et donc elle est prête, elle est prête à tout perdre pour conserver son statut. C'est assez mais c'est comme ça que le pays tient, hein. C'est comme ça que le pays tient, malheureusement. Donc voilà. Et c'est pour ça que nous allons à l'abîme. Et donc voilà. Bon, après, voilà, je sais pas si les Français peuvent être. Je reviens là-dessus une seconde, mais
je crois que les Français sont pas assez intelligents pour être lucides. Voilà, s'ils devenaient entre guillemets de droite, en fait, leur bêtise molle de gauche, ça deviendrait une bêtise violente de droite, et du coup, est-ce qu'on a, enfin, on n'a plus le niveau intellectuel pour la démocratie. Voilà, et c'est ça qui est dramatique, c'est-à-dire que il y avait que la gauche qui avait instruit le peuple pendant ces 200 dernières années. Depuis que la gauche, 200 dernières années, oui, quasiment 200 dernières années, pendant 150 ans. Et les 50 dernières années, la gauche a habité le peuple, et maintenant on se retrouve avec un peuple qui est plus bête qu'à la fin du XVIIIe siècle. Ce qui rend la situation explosive, parce que avec un peuple bête n'a pas d'avenir. Voilà, ça c'est vraiment une c'est notre tragédie. On va devoir vivre avec ça. Donc voilà. Et puis bon, il y a aussi la question technologique, c'est-à-dire que la question technologique rend une petite minorité très intelligente et une majorité de plus en plus bête. C'est malheureusement contre ça que l'éducation que l'instruction civique aurait dû agir. Mais bon, Elisabeth Borne préfère enseigner la sexualité à la maternelle, donc voilà, on en est là avec bien sûr la dimension le pouvoir que cela peut donner à des professeurs louches. C'est vraiment et qui par écho qui en retour fait beaucoup se poser les questions de qui est cette femme, Madame Borne, qui est vraiment la honte de la République, et qui rigole quand Marine Le Pen dit que Elias s'est fait assassiner. Enfin, c'est vraiment on est avec des gens lamentables, quoi. On est avec des gens au niveau au gouvernement, les médias n'arrivent même plus à dissimuler à quel point nous sommes dirigés par des gens abominables. Voilà. Là-dessus, de toute façon, les choses vont s'éclaircir. Voilà, la gauche est un petit peu, les gens qui se disent de gauche, les gens qui tiennent la gauche, commencent à se montrer désespérés. Ça veut dire aussi qu'ils sont en perte de vitesse. Mais voilà, pour bien des questions que je viens de traiter, et à cause de justement l'effondrement intellectuel du pays, l'avenir apparaît malheureusement comme étant de plus en plus sombre. Là-dessus, on va garder espoir, parce que quand même on a toujours été capable de faire des grandes choses, donc on va aussi pouvoir s'en sortir. Je veux dire, le pays est pas quand même dans une situation aussi dramatique qu'il était au XIVe siècle, toute proportion gardée. Et donc voilà. Et on va continuer à avancer et à faire valoir notre belle culture et à essayer d'être au top dans le débat intellectuel. Je vous embrasse, bye.